On sait que dans l'idylle et dans le dernier mot, après coup, on peut avoir la sensation qu'il y a eu comme une sorte de prémonition, entre guillemets, de ce qu'il en fut de la réalité des camps. Et en même temps, Thomas l'Obscur, alors lui, déploie, développe une autre temporalité qui serait, me semble-t-il, celle qui permet de supporter l'insupportable. En lisant Thomas l'Obscur, j'ai été amené à douter du fait de l'avoir lu. Et que ce sentiment-là ne s'est pas évanoui. Le corps m'a manqué au moment de la lecture. Je n'avais pas le corps apte à lire ce livre. Et je crois que si je ne l'avais pas, c'est parce que précisément dans Thomas l'Obscur, l'une des veines du livre, l'une des hantises, et ce qui doit à un moment donné comme cercler l'existence de Blanchot dans les années 40, sous la pression à la fois intérieure mais en même temps extérieure et historique, ce qui doit cercler sa propre obsession, c'est de savoir quel corps pour quelle pensée. Qu'il faut que le corps de Thomas soit comme vidé, absent à lui-même, et plus qu'absent à lui-même, il faut qu'il soit comme vidé presque de toute organicité, que vidé de tout état de capacité de métamorphose proprement organique, pour que la pensée dont il dit qu'elle veille dehors, là, dans la nuit, puisse trouver une issue et toucher son propre corps. La première lecture de Thomas l'Obscur, ça a été de me dire, j'avais à peu près 18-19 ans, je n'y comprends rien, mais un jour je le comprendrai. Ça, c'est le miracle de l'œuvre en général, quoi. C'est qu'elle puisse concentrer en elle ce qu'il y a de plus intolérable, de plus insupportable, de plus douloureux, sans pourtant elle-même devenir mortelle. C'est probablement même l'une des leçons les plus secrètes, mais les plus inoubliables, par exemple de l'œuvre de Kafka, et que évidemment on ne peut pas quand même ne pas mettre en relation avec celle de Blanchot, c'est-à-dire comment sortir du rang des meurtriers. Ville prodigieuse, cité ruinée, disparurent, les pierres furent rejetées au dehors, on transplanta les arbres, on emporta les mains et les cadavres, seul le corps de Thomas subsista, privé de sens, et la pensée rentrée en lui échangea des contacts avec le vide. Quel corps créé qui ne soit pas justement un corps fasciste, c'est-à-dire un corps raidi, un corps dur, un corps cuirassé, un corps armé. Il faut probablement avoir été transi, brûlé, jusqu'à avoir presque frôlé, mais même avoir été traversé par des états de décomposition de son propre corps, et chaque fois la capacité de le reconstruire, même embryonnairement, pour sentir que là où ça se recompose, à ce moment-là, ce qui s'ouvre avec et ce qui se compose, c'est la présence d'autrui. Il mettait son reste d'énergie à laisser les autres s'éloigner. C'est un retournement insensé. C'est-à-dire qu'en général, on met plutôt son énergie à supporter la venue des autres et à faire que l'autre vienne à soi ou qu'on aille à l'autre. Non, il y a encore une autre exigence, presque chorégraphique d'une certaine façon, qui consiste à mettre son énergie pour que l'autre ait laissé l'autre partir. Au moment où ça serre, comment, parfois par un geste d'une délicatesse insensée, ça ne se ferme pas. Le premier énoncé du Très-Haut est une phrase d'une simplicité inouïe par rapport même à ce qui s'est développé, déployé dans Aminadab et puis aussi dans Thomas l'Obscur, c'est « Je n'étais pas seul, j'étais un homme quelconque ». Et la scène qui suit immédiatement cette phrase est une phrase d'une banalité presque quotidienne. Il heurte quelqu'un un peu maladroitement dans le métro. Le héros dit « Vous ne me faites pas peur » et l'autre lui donne un coup de poing dans la figure et il s'écroule par terre. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que cette chute-là, en plein milieu de la foule, enfin, donne lieu à cette seconde violence, qui est peut-être la seule violence d'une certaine manière qui soit aujourd'hui encore insupportable aux gens, c'est le fait de se parler les uns aux autres.